nous faut des poètes, voilà le nouveau livre de Benoît, que Benoît Copé vient de faire publier aux éditions Edern, et que l'on va présenter ce soir. Alors, c'est pas tous les jours que l'on, même dans le milieu littéraire, qu'on a l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vit de sa plume, qui vit de sa plume depuis près de 30 ans. Et alors, au risque de paraître un petit peu quand même terre à terre au début, je voulais savoir comment on fait pour vivre de sa plume aujourd'hui. Ben, oui, mais c'est une question magnifique qui me permet d'évoquer un souvenir personnel dans cette maison avec Émile Kesteman. Je pense que j'avais 25 ans, 26 ans, et il y avait encore à l'époque un toute boîte qui s'appelait Le Vlan. Et dans Le Vlan, il y a une petite annonce, concours de poésie, c'est un appel à manuscrit en fait. Et j'écrivais depuis que j'étais gamin, moi, et je fais un recueil, je vais le photocopier à la photocopieuse du coin, et j'arrive ici. Excusez-moi, je n'entends pas. D'accord, ça va, je vais parler plus fort. Et j'arrive ici avec mon recueil, et il y a un monsieur qui me fait rentrer dans son bureau. Il y avait plein de livres, et puis il se présente et il me dit voilà, je suis monsieur Kesteman, et il commence à lire mon recueil. Et là, c'était horrible. Je sentais dans mon dos couler la sueur. Et ça a duré. Et puis, il me dit, il y a des fautes d'orthographe. Là, c'était pire que tout. Et puis, il me dit, mais si j'ai lu aussi longtemps, c'est qu'il y a quelque chose dans vos textes et j'aimerais vous proposer un projet, c'est d'entrer au grenier Jeanne Tony, qui se réunissait à l'époque aux Aveules. Et c'est là que j'ai rencontré Marcel Hénard, Jean Dumortier, Henri Falaise, enfin des poètes d'une densité extraordinaire. Et j'ai eu la chance de pouvoir présenter mes textes dans ce lieu et d'avoir des retours, mais des retours contenants. C'est-à-dire, mais tu n'es pas le seul fou à écrire des poèmes et à chercher tes mots et à chercher une vérité qui n'existe certainement pas. Tu n'es pas le seul fou. Et j'ai été très contenu. Et c'était formidable. Et ça a été les premiers contenus par ces poètes, oui, voilà. Et ça a été les premiers pas en écriture. Et puis, ça répond pas. Ça répond pas à la question. Hein. Ça répond pas à ma question. Je suis un peu là. Ça répond pas à la question. Et à l'époque, j'étais infirmier, donc j'avais un travail oui, il y a une première vie difficile, sérieux, compliqué, voilà. Mais j'ai quitté ce boulot. J'ai adoré ce métier, mais je l'ai quitté pour entrer en écriture. C'était un pari fou. Un pari fou. Et la première année, ça a été très très dur parce que je n'existais pas en tant qu'auteur, et c'est cette première année que j'ai dédiée à l'écriture d'un roman qui s'appelle Julie, et qui, dès sa sortie, a vraiment cartonné. Il est traduit, je pense, aujourd'hui en d'autres langues. Hein. Oui. Et ça a été un classique en humanité. Moi, j'ai fait des dizaines, si pas des centaines de rencontres en Fédération Wallonie-Bruxelles à parler de ce bouquin. Et chemin faisant, j'ai animé des ateliers d'écriture. Chemin faisant, j'ai écrit des bouquins pour enfants qui ont eu un fameux succès aussi, les histoires de Tom et Lila. Voilà. Et aujourd'hui, comment je fais ? Oui, mais pendant des années aussi, j'étais un des administrateurs de la SABAM. Ça, j'ai gagné ma vie aussi là. Parce que c'était des mandats politiques, on va dire, de 4 ans. Et j'ai beaucoup œuvré pour la défense du statut d'artiste et du droit d'auteur.
J'ai arrêté ça il y a 4-5 Vous avez eu ans. beaucoup, enfin, je vous vois là, pour le coup, tu as eu beaucoup de mandats d'ailleurs, pas seulement Oui, à la SABAM, mais toute une série d'autres structures. oui, Euh, j'ai travaillé en étoile, mais ouais. vraiment, j'ai travaillé en étoile. C'est-à-dire que chaque fois que je sentais une opportunité de défense de l'artiste et du statut de l'artiste dans le milieu, je revenais au conseil d'administration de la SABAM et je disais, ce serait bien qu'on y aille. Oui, mais qui va y aller? Moi. Et donc j'ai vraiment travaillé en étoile, j'ai travaillé à la commission artiste, j'ai travaillé enfin, dans plein d'endroits. Et Oui, tous ces mandats, si j'ai bien lu, tu les as abandonnés à peu près vers 2019-2020, oui, oui, quasiment en bloc. oui, oui, Oui. oui, oui. Et qu'est-ce qui a fait que soudain, c'est le désir de passer à autre chose ou... Ben, il nous faut des poètes. Ouais. En fait, c'est ça. La créativité est venue me rechercher parce que je me suis rendu compte que pendant tous ces mandats, je ne publiais plus. Mais mon métier, c'est quand même écrivain. Et donc, j'ai arrêté tous ces mandats. Tu écrivais quand même beaucoup, puisque J- tu participais à des revues Oui, aussi, c'est vrai. les fameuses, les fameux magazines destinés à la jeunesse Oui, des éditions Averbeau, oui, maintenant. oui, 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 C'est tout oui, de même du travail oui, d'écriture. oui, Il y a oui, aussi derrière des scénarios, oui, il y a de la BD, oui, ou c'est un oui, BD en tout oui, cas, oui, oui, il y a du oui, théâtre, donc il oui, n'a aussi, jamais oui. vraiment arrêté d'écrire. Non, je n'ai jamais vraiment arrêté d'écrire, mais Mais durant les mandats de la SABAM, je n'ai plus publié des textes aussi personnels, intime, intimes, oui. et j'ai envie de dire militants euh, que cet ouvrage-là qui pour moi fait... euh, c'est une renaissance en fait. Ce livre, c'est une renaissance dans mon métier d'écrivain. Voilà. Justement, ce recueil, Martine a dit que c'était un recueil qui faisait du bien. Oui, en effet, il fait du bien. Il parle à l'âme, si je peux utiliser ce beau, grand et vieux mot, peut-être parfois désuet, et qui est très bien utilisé dans le recueil. Un recueil de 25 textes comme des méditations poétiques, un recueil de tendresse qui revendique la tendresse, mais aussi la douceur et la lenteur. Un recueil qui, j'aime dire qu'il lèche ses blessures en même temps qu'il s'émerveille et qui a des dialogues avec le cosmos, où l'on parle aux pierres, on parle aux maisons, on parle aux vignes, on parle aux gens même aussi dans le recueil. On l'a dit, de grande intimité, ce qui en fait un livre à la fois intime, précieux et fragile. Et ces textes, ils n'ont pas tous été écrits en 2025. Ils ont une histoire. Alors ces textes, est-ce que tu peux en parler un peu de leur histoire, leur historique en quelque sorte? Où, quand, pourquoi ils ont été écrits? Et même, je pense savoir qu'il y en a beaucoup plus et qu'ici c'est une sélection. Et comment s'est opérée cette sélection? Et merci pour cette première lecture dont tu parles, où tu mets en avant l'âme. Ben oui. Euh, j'ai travaillé chaque texte pour qu'il soit porteur justement de ce mystère qu'est l'âme. C'est très difficile à définir, c'est quoi l'âme, euh, mais ça demande un travail sur l'intime et aller au plus profond de l'intime. Et je ne sais pas si je pourrais encore écrire comme ça aujourd'hui, à vrai dire. Donc l'écriture de ces textes s'est étalée sur 5 ans. J'ai été habité comme ça d'un mouvement appelé vers le haut, vers le cosmos, l'invisible, l'intouchable. Voilà, très très prégnant. Et il y a 40 textes qui sont sortis de ce chemin et j'ai proposé à 7 personnes que j'ai accompagnées en processus d'écriture. J'accompagne aussi des processus d'écriture à 7 personnes en qui j'avais confiance au niveau de la sensibilité. Je leur ai proposé de classer ces textes en un rapport de 1 à 10 pour extraire ceux qui, à leurs yeux, auraient le maximum de potentiel. Ils ont dû noter les points cotés, les points, Oui, les mettre des points sur les textes. oui, oui, oui. Alors j'ai mis tout sur un tableau Excel et alors il y a un nuage qui s'est Oui. dessiné et ça c'est les 25 textes.
qu'on trouve aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est un texte, enfin un recueil où il y a une dimension de militance, si on peut utiliser Oui, ce terme-là. Hein, tu peux préciser ça, en fait. ben, le titre est choisi. Il nous faut des poètes. Le climat socio-économico, politico qui nous entoure me fait peur. Me fait peur, m'inquiète. Je n'ai jamais de ma vie été aussi inquiet et aussi présent à ce qui se passe au niveau politique dans notre pays. Euh, on fustige les chômeurs, on fustige les malades de longue durée, on fustige ceci et cela. On va diriger le pays comme des ingénieurs, pas comme des poètes. Eh ben, ça m'a donné une idée. Eh ben, j'ai dit oui, il nous faut des poètes. Et le premier texte qui ouvre ce recueil s'appelle Il nous faut des poètes, et je l'ai écrit avant la fameuse sortie de Georges-Louis Boucher. Et je l'ai écrit à la suite de la lecture d'un recueil de Pablo Neruda qui s'appelle L'île Noire, où il raconte ses premiers pas dans les organes politiques de son pays, où il a dit tout de suite, mais ça manque de chemises sales ici. Ça manque de mains calleuses, ça Il y a manque... trop de cravates, ça manque Voilà, de mains calleuses, voilà, dis-tu quelque part. voilà, il y a trop de cravates. Et c'est Neruda qui m'a inspiré ce texte en réalité, mais, et que j'ai écrit avant ce qui nous est arrivé dans notre pays. Mais ça m'a fortement inspiré pour le titre. Le premier titre, c'était pas du tout celui-là, mais je ne me le remémorais pas. Je me dis, je sais quoi le titre encore? Ah oui, non, bientôt. Et puis il s'est imposé. Et donc, Je peux te demander de lire d'ailleurs un extrait ici. oui, tu as Je veux bien le lire, choisi? mais oui, j'ai choisi Ah, à partir de là jusque-là. d'accord. Il nous faut des poètes, des hommes et des femmes qui connaissent le message de la salade, de la vague, de la montagne, de la pierre, du sable, de la marée, du marbre, des lunes, du miel, du paysage, des sommets enneigés, du silence, de la graine, du ballot de paille, du framboisier, de la spérule odorante, du chat, du regard, du toucher, de l'amour, du fossile, du thé que l'on boit dans le désert, de l'horizon, des étoiles, du dessin que forment les astres dans le ciel, de la voie lactée, du morceau de bois centenaire, des rosaces, des rituels, du sacré en l'homme, du sacré en dehors de l'homme, du galet, de l'herbe, de la cerise, du noyau de cerise, de la peau que l'on touche, de la peau que l'on retrouve, du frisson. Il nous faut des poètes, dans chacun des lieux de nos vies, des hommes et des femmes qui entendent les ondes qui bruissent dans le cœur du plus grand nombre. Il nous faut des poètes pour porter l'hirondelle, la graine de blé ancien, la mirabelle et le frisson du cœur dans les cénacles des assemblées de tous les pays. Il existe des experts en tout, des experts en communication, en fiscalité, en comptabilité, en management, en stratégie, et c'est bien. Mais il nous faut aussi des poètes pour porter l'expertise de l'âme. On y revient. Voilà. Bravo. C'est un extrait de ce magnifique recueil, bien sûr, et c'est beaucoup plus long. Euh, il y a une question je voulais poser la question, il nous faut des poètes, mais d'abord, c'est quoi un poète? Enfin, on a parlé déjà beaucoup de poésie, et nombreux sont ici qui sont poètes, mais c'est quoi un poète pour Benoît Coppée? Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit des poèmes, de la poésie, ou c'est quelqu'un qui est doté d'un esprit poétique? Et que serait cet esprit? C'est quoi un poète? Et pourquoi avoir d'ailleurs écrit poète avec une majuscule et pas une minuscule?
Parce que c'est noble, hein, un poète. Euh, c'est pur, ça cherche. Au Moyen-Âge, les poètes, ils devaient faire des joutes rhétoriques et se bagarrer l'un contre l'autre. C'est tout de Oui, suite moins pur. oui, mais dans mon esprit, c'est noble, c'est pur, ça cherche, ça s'assied, ça prend le temps, ça interroge, ça ne sait rien, ça cherche tout. Voilà, c'est pour la question de la noblesse, la majuscule. Et puis, bon, c'est comme la beauté, hein. Qu'est-ce que la beauté? On pourrait en parler pendant 50 ans. Je voudrais dire deux choses sur le poète. Je crois que le poète est un être qui est blessé, qui est très fort blessé à la base et qui, pour survivre dans l'histoire qu'il a traversée, a dû se mettre très très fort à l'écoute des événements autour de lui pour pas recevoir le coup. Et de se mettre en retrait et à l'écoute, je pense que ça aiguise une sensibilité extraordinaire. Et cette sensibilité, eh bien, elle génère une attention singulière à l'autre, à l'environnement, aux événements, et une forme de perception qui est euh, singulière. Euh, Il y a des êtres blessés qui se barricadent et se referment au oui, contraire. c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est Qui pour dit moi le plus grand mystère. Qu'est-ce qui fait qu'au départ d'une blessure, on devient un créateur? Qu'est-ce qui fait qu'au départ d'une blessure, on prend une autre direction plus destructrice? Ça, pour moi, c'est le plus grand mystère. Et je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Il y a certainement une question de choix, oui. Une question de rencontre, oui. Mais Mais on l'a entendu avec l'extrait que tu as lu là tout de suite, il y a aussi la question de nommer les choses, il y a le rapport oui, à la langue. c'est vrai. Est-ce que le poète est quelqu'un qui a la langue comme exutoire C'est et vrai. que n'aurait pas quelqu'un qui se barricaderait? C'est vrai. C'est une piste qui me parle beaucoup. Le fait de pouvoir nommer les choses, bon, ça peut donner un sens aux événements, nommer, oui. Euh, euh, Nommer, nommer la salade, hein. La cerise et le noyau de cerise. oui, oui, oui. Nommer. Peut-être, c'est une piste, mais ça reste quand même un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'on va dans la créativité ou qu'est-ce qui fait qu'on va dans la destructivité Voilà. Mais ça, c'est une partie de la définition du poète. Et puis l'autre partie, c'est j'adore cette phrase qui dit que la poésie se trouve dans les yeux de celui qui la lit, de celle ou celui qui la lit. Et c'est tellement vrai. Et en donnant ce titre à cet ouvrage, j'avais aussi le secret espoir, et c'est un espoir que j'ai, c'est que chaque lecteur puisse se dire, mais ok, mais moi je suis le poète, puisque la poésie se trouve dans les yeux de celui ou celle qui la lit, je suis aussi le poète et je prends le temps de méditer sur des textes, je prends le temps de méditer sur des mots, des sensations, des émotions, et donc j'espère que chacun pourra se retrouver dans ce rôle de poète en le Oui. lisant. Tu dis aussi, les poètes interrogent l'invisible. Oui, Et on parlera de l'invisible juste un peu après. oui, Mais je voudrais revenir à la question, la notion de blessure, parce que qui dit blessure dit soin. oui, Et ça, c'est un mot qui te parle évidemment beaucoup, qu'on oui. retrouve. C'est pas l'ancien infirmier en toi Mhm. qui dira autre chose. Et tu relates un entretien que tu as eu avec un médecin, Manuel, qui a dit, c'est peut-être lui, enfin, nous ne saurons jamais si c'est réel ou fictif, mais peu importe. Nous avons besoin de poètes, Benoît. Les poètes sont aussi importants que la pénicilline et les corticoïdes. Les poètes soignent. D'un corps meurtri, ils font une merveille. D'une guerre, ils font un roman. D'une intuition, ils créent une génération. Les hommes et les femmes qui écrivent ont cette chance, ils éclairent les autres. Les poètes, c'est la pénicilline et les corticoïdes de l'âme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ouais, La pénicilline et les corticoïdes ouais, contre... ouais. Mais c'est un texte qui est à 80% réel.
Donc j'étais dans les montagnes en Espagne, je me fais piquer par un frelon et j'arrive chez... Rien à voir avec vous. et j'arrive chez le médecin du coin et il me dit, vous faites quoi dans la vie? Ben, je dis, je suis écrivain. Et là, il me dit, on a besoin des poètes parce que Je dis pas, moi, je dis pas, je suis écrivain, je suis poète, hein, carrément. moi, je soigne votre pied, votre piqûre de frelon, mais vous soignez mon esprit. Et je me rappelle, il m'a parlé du livre qu'il était en train de lire. C'était la correspondance entre Camus et Casares. Voilà. On a pu d'ailleurs échanger sur ce thème. C'est vraiment un très beau. En fait, vous êtes toujours infirmier, puisque vous avez Alors ça, ouais, ouais. Mais ça, c'est ce que m'a dit une collègue quand j'ai quitté mon métier d'infirmier, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire d'aussi important que ce que j'ai pu faire pour l'être humain jusqu'à présent? Parce que, hein, et cette collègue m'a dit, écoute, après avoir lu mon premier roman, elle m'a dit, écoute, tu soignes autrement. Je trouvais ça magnifique. Et ça m'a donné vraiment un élan en me disant, mais oui, les créateurs soignent, sont des soignants. Quand on lit un beau livre, qu'est-ce que c'est bon. Quand on voit une belle toile, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon, un film, etc. C'est pour vous aussi, Martine l'a dit comme moi, c'est un livre qui fait du bien, vraiment. Je ne sais pas si c'est de la pénicilline ou un corticoïde en tant que tel, ou un cachet quelconque, mais ça remplace le Prozac, certainement. Mais soigner, ça reste quand même très abstrait. C'est assez concret tout de suite quand on a un nom de médicament, mais avec des mots, en quoi les mots soignent finalement. Il y a l'idée aussi de, parce que vous convoquez une série de figures, de personnages, un sourcier, un vannier qui tresse, il y a une liseuse de signes, il y a aussi, on répondra à la question aussi du rapport à l'invisible avec un magnétiseur, un tarologue, etc. Mais la question du tissage, tisser, écrire un texte, le texte, tissu, c'est la même étymologie, mais le tissage, c'est un mot qui importe pour vous. Le tressage, même plus exactement. Oui. Mais comment un texte peut-il soigner et comment j'envisage mon travail à cet égard? J'aime quand dans un livre, un auteur dit quelque chose que j'ai déjà ressenti et pour lequel j'avais pas les mots. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment une illumination pour moi. Je dis waouh. Et donc, dans mes textes, j'essaye d'entrer dans le plus universel possible et de nommer des choses très simples. Un vannier sur un marché dans le sud de la France, un médecin qui consulte, etc. Des choses de tous les jours, en fait, où je tente de mettre des mots pour tisser un lien avec le lecteur, pour qu'il se dise « Oh, ça je l'ai déjà pensé et il a mis des mots dessus ». Voilà, c'est comme ça que j'essaye de travailler en cherchant des thèmes très simples qui sont, je vais dire, à la portée de chacun d'entre nous au quotidien. Un regard, un couple qui se dit au revoir sur un quai de gare, une femme qui se baigne nue dans une crique en Espagne et qui n'a plus de sein, des choses auxquelles on pourrait être confronté et je parle pour moi, hein. Parfois j'ai pas les mots et ben là j'essaye de chercher les mots, de les trouver pour les donner au monde, pour créer un lien entre le texte et l'autre, le lecteur. L'humanité est un panier d'osier. Le vannier, c'est toi. Une petite voix intérieure te murmure, il s'agit d'être vigilant, de ne pas se laisser distraire. Nos liens sont nos trésors. Nous les tissons comme les anciens ont tenté de nous l'apprendre. Au sommet de notre pyramide, notre responsabilité est grande. L'art d'aimer,
l'art de la beauté, l'art de l'harmonie, l'art de la vannerie. Nos ancêtres savaient peut-être mieux que nous. Nous avons oublié beaucoup, déjà. Un mot, une attitude, une opportunité, et nous coupons. Nous faisons un trou dans le panier merveilleux. Un vannier vient te dire « Observe autour de toi les liens, ceux que tu as tissés, ceux que tu as coupés, ceux qui se sont coupés aussi. Travaille, sans relâche, à tresser, tresser encore le panier millénaire, créer l'œuvre d'art, des gouttes de sueur sur tes tempes. » C'est beau, hein? Il y a des textes comme ça qu'on aurait aimé avoir écrits soi-même, mais c'est... Il y a une question, je vous ai entendu parler aussi, pour revenir à la question du poète aussi. C'était une émission d'Axel Thierry à la radio sur Musique 3, dans la note belge. Vous disiez que le poète a une mission, en fait. Et ça me fait penser au vieux Victor Hugo, enfin, sa notion de prophète pour les temps futurs. Est-ce qu'il y a, moi, ça me fait penser à quelque chose de ça, non pas l'emphase hugolienne, mais ces textes sont présentés aussi, c'est la quatrième couverture, comme des lettres données à l'humanité. Il y a une sorte de désir de bienfaisance, de conduire vers un monde meilleur. Il y a une mission là, ou une responsabilité, est-ce que c'est différent? Il s'agit de rester humble hein, sur le terme mission, mais je le crois très profondément aujourd'hui. Les auteurs, ceux qui manient les mots, qui ont une responsabilité très importante pour faire face au rouleau compresseur qui nous arrive là, qui nous étonne chaque jour un peu plus et un peu plus vite. Je parle de la perte de toutes les notions de solidarité, d'entraide, d'empathie. On met le mal alpha au sommet de la pyramide aujourd'hui. Sois légendaire, ne montre pas ta tendresse, mais nous, écrivains, on a la mission de riposter et de dire je ne suis pas d'accord, et ce je ne suis pas d'accord, je l'exprime avec des textes qui, je l'espère, vont toucher le plus grand nombre, mais c'est une vraie mission. J'entendais Thomas Gunzig, il y a quelques jours, qui disait, mais aux professeurs, invitez-moi dans vos classes, c'est pas que j'ai envie d'y aller spécialement, mais c'est que c'est une mission. Et je l'envisage comme ça aujourd'hui. Mais vraiment, où la poésie devient un acte politique. Politique dans le sens police la cité, hein, c'est Martine qui parlait de résistance. Voilà. La question de la résistance, et merci d'avoir utilisé le terme, parce que je suis vraiment là. Nous devons, de mon point de vue, construire une riposte à ce qui nous arrive en pleine face. Ça demande un engagement, c'est pas confortable. Ça demande de nommer certaines choses, de prendre position. Tant qu'on peut encore le faire dans notre pays, ne nous en privons pas. Voilà. Mais Benoît, je pense qu'on comprend bien ceci, et ça nous semble certainement, pour peu qu'on écrive, de notre responsabilité mission sans doute, et ça me paraît assez raisonnable, mais je me demande si dans le recueil, il n'y a pas quelque chose qui peut surprendre ou désarçonner le lecteur. C'est justement ce rapport à l'invisible dont j'ai dit qu'on allait parler. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que là, il y a une dimension qui est quasiment franchement spirituelle. Oui. Et qui est, qui peut être désarçonnante, ou sur laquelle on peut ne pas sembler avoir tant de
prise. Oui. C'est cette connexion, disons, avec des forces cosmiques, Oui. avec les signes. Oui. Comment tu peux rendre cela accessible maintenant? Je vais utiliser un mot, c'est le mot sacré. Je pense que ce qu'on peut opposer aujourd'hui à ce rouleau compresseur qui travaille à démanteler la solidarité et l'humanité, ce qu'on peut opposer à ça, c'est le sacré. Et le sacré, eh bien, ça demande une recherche que j'effectue dans ce recueil. Alors, il y a la question de l'invisible, les signes, le ressenti d'ondes. Comme le sourcier qui sent les Oui. ondes, les vibrations de l'eau souterraine. Oui. Et je pense que pour aller très vite, on peut résumer tout ce travail et cette recherche de l'invisible, on peut le résumer en recherche du sacré. La pierre est sacrée, le vent est sacré, le soleil est sacré, l'arbre est sacré, l'autre est sacré, le berger est sacré, le sourcier est sacré. Mais à tout rendre sacré, est-ce qu'on ne tue pas le sacré? Non, parce que... Est-ce qu'on ne l'élimine pas? Non, parce que prendre le temps de méditer face aux éléments, à l'orage par exemple, ça veut dire... Prendre le temps, ça veut dire on quitte Internet, hein, ça veut dire on quitte la télévision, on quitte son téléphone, hein, ça veut dire limite on s'éclaire à la bougie, on prend Il y a le une temps. très belle page sur cette orage, justement, montagne espagnole, pyrénéenne. On s'éclaire à la bougie et on prend le temps. Et quand on prend le temps, on entre tout doucement hein, dans le sacré. Qui ne se donne vraiment pas facilement hein, et qui reste très très mystérieux. Avant de tuer le sacré en mettant trop de sacré, moi je dirais cherchons le sacré, hein, cherchons-le hein, de toutes nos forces. Hein. Tu as si peu appris à dialoguer avec l'invisible, à dialoguer avec le cosmos. On ne t'a jamais enseigné l'art de la divination. On t'a enseigné le contraire. Tu as appris les règles d'orthographe, les limites, les territoires, les surfaces. Tu as appris ce que l'on pouvait voir. Qui a marqué? Pardon. Tu as appris ce que l'on pouvait voir. Sur le tableau de ton adolescence en classe, lorsque le professeur de mathématiques désignait l'infini, l'infini n'allait pas bien loin. Il s'arrêtait au bord du tableau, butait sur le mur de la classe. On n'allait guère plus loin dans l'écoute du mystère. Voilà, là on entre dans la question de la spiritualité. Hein. Et mais là aussi, je peux partager avec vous l'expérience de toucher à la spiritualité sans tout connaître, sans tout rencontrer. J'ai vécu pendant plusieurs mois, 4-5 mois dans une maison dans la montagne. Et après 4-5 mois, je parlais à l'esprit des pierres, je parlais à l'esprit du vent. Et donc il m'a fallu tout ce temps de déconnexion du brouhaha de nos villes, de ce mouvement infernal qui nous occupe ici. Il m'a fallu plusieurs mois de déconnexion pour entrer petitement en contact avec la question de la spiritualité. Et puis il y a l'une ou l'autre expérience quasiment, on a utilisé le terme tout à l'heure, quasiment mystique à Saint-Esgard, celle de la lumière après le deuil de votre papa, je pense, quelques temps après. Enfin, une expérience de complétude totale, quoi. Oui, très surprenant. Oui. Voilà. Donc tout ce recueil est habité aussi de tout cela, et y compris de la tarotologie. Je voulais juste un mot, parce que vous êtes tarotologue. Comment? Tarologue. Tarologue, oui. Pas taratologue, non, tarologue. Hein. Mais... Et alors le tarot, là aussi, voilà, on est quasiment dans ce qu'on appelle l'ésotérisme. Est-ce qu'il y a un texte sur le tarot ici, bien entendu, oui.
À l'époque où j'ai écrit ce texte sur le tarot, j'osais pas parler du tarot, j'osais pas dire que je faisais du tarot. Maintenant, j'ose. 5 ans plus tard, j'ose. Pourquoi? Parce que l'ésotérisme peut faire peur. On peut se dire, misère, qu'est-ce que c'est, Madame Irma, etc. Mais en fait, je suis entré dans la découverte du tarot et dans le travail du tarot, comme si j'entrais dans un grand mystère, plusieurs fois centenaire et même millénaire, des images qui ont été composées par le peuple. C'est très populaire, les images du tarot. On a le bâcleur. Ouais. Et c'est le tarot de Marseille. Hein. C'est les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et si Pardon? Moi, je l'ai reçu en tout cas. Mais oui, et quand on organise ces cartes dans l'espace, on peut interroger le passé, le présent et le futur en se disant que le temps n'existe pas. Et ça, c'est pour aller chercher un élément rationnel. C'est la physique quantique qui m'aide à négocier ce tournant. En physique quantique, donc dans l'infiniment petit, un même objet peut se trouver à Liège, à Paris et à Dublin en même temps. Moi, je ne comprends pas ça. Une balle de tennis ne peut pas se trouver à Liège, à Bruxelles, à Dublin en même temps. Eh bien, dans l'infiniment petit, oui. Quand on laisse pourrir une banane, nous, on la voit pourrir. Eh bien, dans l'infiniment petit de la banane, c'est toujours la même chose. Mais je ne comprends pas. Hein. Mais les physiciens quantiques ont observé ça. De là à dire que le temps n'existe pas, moi, je fais le pas. Et donc, quand on organise les arcanes majeurs du tarot de Marseille, il peut y en avoir d'autres, hein, mais ça je ne connais pas, je suis d'accord d'accepter qu'on va voir le passé, bon ça on peut le certifier, hein, la personne peut dire « Ah oui, ça s'est passé comme ça », le présent, la personne peut dire « Oui, c'est comme ça », mais du coup aussi le futur. Je vais donner un exemple. Une personne me demande si c'est une bonne idée de louer une maison bien précise. Pourquoi? Parce que c'est une maison familiale, enfin bon, ça peut poser des problèmes et tout. On tire, et à l'horizon 4 mois, j'ai la maison Dieu à l'envers. Donc c'est une maison qui s'effondre. C'est l'arcane 16. Je dis, le tarot semble dire que le projet ne va pas se faire. Très bien. Plusieurs mois plus tard, je retrouve cette personne qui me dit, tu sais, la maison, tu te rappelles? Je dis, oui, je me rappelle très très bien. Eh bien, la maison, elle s'est écroulée. Il y a la rivière qui passait à côté, est venue manger les fondations et la maison s'est affaissée et elle est inhabitable. Des histoires comme ça, je peux en raconter 10 ou 15. C'est très surprenant. On va peut-être partager la suite des histoires là autour d'un verre parce qu'il est temps.